Cette semaine à l'émission, on découvre Slam Laurentide. On partage le bien-être avec Joey Joyful et en reportage, Christophe Schmiel se rend au marché public d'Oka. Bienvenue sur ma terrasse. Sur ma terrasse aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Michel Poirier. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président du conseil d'administration de Slam Laurentide. Qu'est-ce que c'est Slam Laurentide? SLAM, ça veut dire Solidarité Laurentide Amérique centrale. OK. On est un organisme qui existe depuis 40 ans. On vient de fêter notre 40e anniversaire au mois de juin. Bien oui, j'ai vu ça, j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. On peut dire que ça a été comme un grand succès au niveau de l'assistance. Il y avait plus de 100 personnes et il y avait différents dignitaires, ou en présence, ou par un petit vidéo. On avait le responsable de la section Solidarité internationale du ministère des Relations internationales, la francophonie du Québec qui était présent sur place. On avait un petit mot du député fédéral. C'est toujours encourageant, ça. Parce qu'aussi, on est membre de différents regroupements, comme par exemple du regroupement des organismes communautaires des Laurentides, le ROC, mais qui ne pouvaient pas être là parce qu'il était en congrès dans la région du Lac-Saint-Jean, mais il nous avait fait un petit vidéo, Benoît Larocque, le directeur coordonnateur. Et on est aussi membre de l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui, elle aussi, nous avait fait un petit vidéo parce que l'ACOSI, juste 2-3 jours avant, c'était les États généraux du Québec sur la solidarité, fait qu'on était très accaparés, puis leur assemblée annuelle. Mais on était contents d'avoir quand même ces témoignages-là. Donc, on voit que vous êtes bien entouré. C'est un organisme, donc vous me disiez avant d'entrer en ondes que ça fait quand même très longtemps que vous êtes impliqué au niveau du conseil d'administration. Au niveau du conseil d'administration, moi-même, plus de 20 ans. Ça fait dire, ça, c'est la moitié au niveau de l'organisme. Oui. 35 ans, peut-être. Ah, mon Dieu! Et bravo à tous ces gens-là aussi qui sont en équipe avec vous. C'est quoi la mission du SLAM? On a comme 2 volets à notre mission. Mais l'idée de base, c'est de développer la solidarité entre les peuples d'Amérique centrale et les Laurentides. Et par extension, le Québec. Oui. Mais premièrement, avec les Laurentides. Et pour faire ça, on a comme 2 volets à notre mission. Il y en a un qui en est un d'éducation, que maintenant on dit éducation à la citoyenneté mondiale. Et dans ce contexte-là, c'est nous autres qui, à chaque automne, organisons régionalement les Journées québécoises de solidarité internationale. Et là, on organise ça avec d'autres organismes de la région, comme Mères au front, par exemple, Amnesty International, les Amis de Saint-Camille. Qu'est-ce que vous faites dans ces journées-là? On fait des animations dans les écoles secondaires, niveau 4 et 5, dans différentes régions, comme la polyvalente d'Oka, qui n'est pas loin d'ici. Oui. On fait aussi des présentations d'animation dans les cégeps Lionel Groulx, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme. Et des fois à l'UQO, l'antenne, l'Université du Québec l'Université du Québec de l'Outaouais, qui ont une antenne maintenant à Saint-Jérôme. Et aussi des fois à l'Université de Montréal, parce qu'il y a là un certificat de coopération internationale. Parce que si en allant en Amérique centrale, il y a quelque chose qu'on a connu, c'est qu'il faut fonctionner en réseau. Ça aide beaucoup. Pour ne pas tout faire tout seul et tout réinventer, mais travailler en équipe, et ça augmente notre rayonnement. Par exemple, depuis peut-être 2 ou 3 ans, avec un organisme national qui s'appelle le CISO, Carrefour international de solidarité ouvrière, et le CEDAL, le Comité de défense des droits humains en Amérique latine. On organise des rencontres à Montréal conjointement dans le cadre des JQSC, justement. Et comme c'est filmé, et c'est enregistré, il y a des balados, ça nous permet vraiment de rejoindre beaucoup plus de public. Là. Et les JQSC, ça se fait avec l'appui de la COSI dont j'ai parlé tantôt, Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et au printemps, on organise aussi ce qu'on appelle la Semaine de développement international, qui, lui, encore à travers la COSI, mais est financé par le fédéral Affaires mondiales Canada. La COSI et les JQSC sont financés par le MRIF, dont je parlais tantôt, par Québec. Là.
Donc, c'est vraiment une grosse organisation. Oui, sauf, ça a l'air qu'on est gros, qu'on fait beaucoup de choses, mais on est un petit organisme. Par exemple, on a une seule personne à notre emploi. On fonctionne beaucoup par militantes, militants, bénévoles, par comité. Moi, par exemple, je suis responsable du comité des projets de coopération dont on va parler tantôt. Il y a un comité pour les stages, parce que dans une perspective d'éducation, on organise aussi des stages en Amérique centrale de 3 semaines. Donc, des gens qui partent d'ici et qui vont faire un stage pour en travailler, pour voir comment sont les gens, pour... Avec la philosophie qui est la nôtre, on pense que, parce qu'on intervient surtout en milieu paysan, que les Guatémaltèques ou les Nicaraguayens à une autre époque, ils n'ont pas besoin de nous autres pour planter le café. Ils savent comment ou pour le cueillir. Ce qui manque plus de ressources et de moyens. Donc, nos projets sont plus en appui, parce que quand je dis qu'on a des projets, c'est vrai puis c'est faux en même temps, parce que ce n'est pas nos projets à nous autres à la base, ça vient des communautés. Vous les accompagnez dans leurs projets. Et au Guatemala, on a un partenaire qui s'appelle le Comité Campesino de l'Altiplano, le Comité paysan de Haut-Plateau, dans la région du lac Atitlán, en pays de montagne et de volcans. Et c'est là qu'on travaille avec eux peut-être depuis 15 ans. Et c'est un organisme qui est présent dans 15 et 22 départements du pays. Les départements pour le Guatemala, c'est un peu comme les provinces. Fait que c'est un organisme national qui est vraiment bien organisé et qui propose comme modèle de développement l'agriculture familiale paysanne. Oui. Donc à petite base et avec une approche de plus en plus organique, biologique. C'est beaucoup des jardins qui appellent patio, des jardins de cour, parce qu'il y a beaucoup de familles qui manquent de terre, qui n'ont pas accès à la terre. Fait qu'il y a aussi des jardins familiaux, des jardins collectifs. Comme on peut voir ici aussi. Et aussi, ils louent souvent leurs champs où ils plantent leur maïs. Parce que la céréale de base, là-bas, c'est le maïs. Là. Il y a des tortillas à tous les repas. Qu'est-ce que vous faites en éducation ou là-bas? Y a-t-il des choses qui se font là-bas? Là-bas, avec notre partenaire, parce qu'il faut dire que le Guatemala, c'est un pays où il y a encore un certain machisme. Fait qu'il y a des ateliers qui se donnent à travers de nos projets qui s'adressent spécifiquement à des femmes. Par exemple, j'ai assisté à un atelier sur la violence conjugale et aussi sur la prise en main des femmes de nos projets ou l'autonomisation des femmes. Et eux autres, ils reçoivent aussi une formation technique. Et côté éducation, disons, la langue nationale, c'est l'espagnol, mais il y a 21 langues qui se parlent au Guatemala, des langues mayas. Ce qui fait que si le monde ne sont pas appelés à aller à la ville, au jour le jour, ne fonctionne pas en espagnol. Et comme ici, il y a des programmes sociaux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais comme ici, là-bas, c'est encore pire, les formulaires sont en espagnol, donc c'est compliqué. Fait que tout un accompagnement par notre partenaire sur les aider à concevoir des projets, à les présenter aux autorités, à leur faire un suivi. Et il y a aussi des ateliers sur la gouvernance, les comités de coordination dans les communautés, comment animer une assemblée, comment consulter, comment organiser un vote. Et localement, rapidement sur l'éducation, on travaille avec d'autres organismes, comme on travaille avec le CLAF, le Comité local d'action féministe, pour organiser le 8 mars depuis plusieurs années. Et le Jour de la Terre avec maintenant l'organisme qui s'appelle Mère au front. Et de façon régulière avec Amnesty International. Mais là, vous êtes beaucoup, vous travaillez beaucoup avec le Guatemala? Actuellement, plus avec le Guatemala. Oui. Bien que des fois, récemment peut-être 5-8 ans, on a étiré un peu l'Amérique centrale. On a eu un petit projet au Mexique pour aider une organisation de femmes à tenir leur congrès national. Ça s'appelait Mujeres para el Diálogo, les femmes pour le dialogue. Et on a eu aussi un petit projet à Cuba, dans une région de zone humide, avec une école. Il s'agissait d'une production d'une murale avec des enfants, avec comme thème un peu le milieu ambiant puis la protection des milieux humides, qui par hasard, ça donnait être voisin de la baie des Cochons, ou dans les années, ou à l'époque de la révolution castriste, les États-Unis avaient essayé de débarquer. Oui. C'est comme un hasard, mais ça a des honneurs aussi pour le peuple cubain. Et le monde qui va en stage, si on revient au stage, leur engagement, c'est qu'au retour, ils vont témoigner et rendre compte de ce qu'ils ont vu.
on organise au retour des rencontres grand public. Et là, le monde qui est en stage témoigne de ce qu'ils ont vu. Ils ont vécu dans des familles, des conditions de vie, du genre de projet qu'on a, que je disais que c'était surtout agricole, mais il y a aussi quelques animaux de basse-cour. Et un des projets qu'on a déjà eu, mais là, c'est quasiment dans un petit paradis, parce qu'à part le problème d'accès à la terre, il y a aussi le problème d'accès à l'eau. Oui. Or, il s'adonnait que cette communauté-là était traversée par une rivière. Fait comparé à beaucoup d'autres communautés, puis il y avait des terres données par l'archevêché. Fait qu'on notre projet, c'était essayer de partir l'élevage de tilapia, des poissons dans des bassins, des cuvettes. Et ça a été... il existe encore le projet, il se continue. En fait, vous touchez à beaucoup de choses. Et à côté de ça, il y avait 2-3 bassins pour cultiver du cresson, qui est une plante aquatique. Ça pognait moins au début. Mais finalement, les autres familles, quand ils ont vu que ça fonctionnait, quand on y retourne, pas mal toute la rivière qui traverse la communauté, tout le bassin est couvert de cresson. Parce qu'on a toujours l'idée, quand on a un projet avec le CCDA, c'est pendant le projet, avec des techniciens agricoles du CCDA, il y a l'accompagnement. Et le CCDA, au fil des années, a développé des modules de formation technique avec la faculté d'agronomie de l'Université de San Carlos du Guatemala. Fait qu'il y a aussi de la formation qui est donnée. Ils forment ce qu'ils appellent des promoteurs agricoles, ce qui fait qu'après 2 ou 3 ans, le projet ne meurt pas de sa belle mort. Il est repris en main par les communautés. Il se continue avec l'appui de ces promoteurs agricoles. Donc, ce que vous semez va se continuer avec les années. Donc, on a les plantes, mais là, vous me parliez d'animaux de basse-cour tantôt. Oui, beaucoup. C'est surtout des poules, mais des poules pondeuses et des lapins. Mais comme ça coûte cher, les animaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas des cochons, mais c'est des poules et des lapins, c'est qu'on en donne à quelques familles. Et quand il y a des petits poussins ou des petits lapros, ils sont donnés à d'autres familles. Ce qui fait que s'il y avait 8 familles qu'il y en avait au point de départ dans une communauté, après 2-3 ans, c'est rendu à 20-25 familles, ça va se continuer. Et ça, c'est l'approche de notre partenaire aussi. Et beaucoup des projets sont pris en main par des femmes. Vous rassemblez tout ce qui est gagnant, puis j'aime voir que vous plantez, on peut dire ça, on peut imaginer que vous plantez une graine, puis ça fleurit. Bravo. Ça en prend des gens comme vous. Bravo pour ce que vous faites, puis bonne continuation. On a commencé l'année passée, au mois de mars environ, on a commencé à mettre toute l'entreprise en marche. On était 2 gros foodies, on aimait beaucoup le piquant aussi, donc on a décidé de créer des sauces piquantes qui ont vraiment une bonne saveur, qui n'est pas juste du piquant, donc vraiment une sauce avec le goût au premier plan et le piquant qui embarque ensuite au deuxième plan. Donc on a des saveurs qui sont vraiment plus originales, un peu plus différentes des sauces piquantes traditionnelles. Puis on a commencé ça il y a 1 an, maintenant ça fait 1 an qu'on est à temps plein les 2 là-dedans, puis on adore ça, on tripe. Bon, et puis sinon, je vois que vous êtes 2, donc ça marche à 2. Qui s'occupe de quoi, et puis qui a la particularité de faire quoi? C'est assez bien séparé. Honnêtement, c'est pas mal 50-50. On fait un peu de tous les 2. C'est nous qui fait vraiment tout. On fait tout le marketing, on fait toutes nos recettes, on dessine toutes nos étiquettes. C'est vraiment 50-50. Ouais. En gros, la production et le développement de recettes, c'est vraiment toujours ensemble qu'on le fait. C'est vraiment notre passion de créer des nouvelles recettes. Sinon, tout ce qui est administration, marketing, c'est plus moi. Et lui, il va plus faire tout ce qui est vente sur le marché. Il va aller trouver des nouveaux points de vente, parler à des nouveaux magasins. Ici, dans la région, où c'est qu'on peut trouver vos produits ou sinon? On n'est pas encore rendu à Oka même. Le plus proche ici, ce serait, je crois, Saint-Jérôme pour l'instant. Saint-Jérôme, oui. On vend aux Trois-Rouges à Saint-Jérôme. On vend aussi à Saint-Canute à la ferme des Bois-Noirs. C'est une belle boucherie avec du gibier et beaucoup de saucisses artisanales. Ce serait les plus proches. Sinon, on est aussi à Saint-Eustache, au Barrier à Volonté et à la Douceur du Terroir.
Fabeco, c'est quoi? D'où c'est venu cette idée Fabeco, puis d'où c'est venu de faire ces beignes comme ça? Oui, bien en fait, moi je suis propriétaire de la Sorbetière. C'est un bar laitier à Saint-Joseph-du-Lac. Et puis, je me cherchais quelque chose à faire durant l'hiver, étant donné que c'est fermé. Et puis, c'est ça, il y a 3 ans, je me suis partie la compagnie Fabeco. On fait ça à l'année, donc ça m'occupe et l'hiver et l'été. D'accord. Donc le but de ça, c'est de faire quoi? Parce que la recette, c'est une recette de tradition? Oui, exactement. Bien, en fait, je dirais que notre recette, elle est assez unique. C'est autant dans la durée de vie que dans le goût, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Donc, c'est vraiment de ramener cette petite tradition-là. Là. C'est comme de l'amour, ça? Oui, absolument. C'est fait avec amour, donc absolument. Qu'est-ce qu'on trouve comme saveur dans tes beignes? Oui, bien, en fait, on a plusieurs saveurs. On a autant nature, cannelle, miel, érable, choco-miel. On les offre aussi en plusieurs formats, donc beignes réguliers, trous de beignes et mini-beignes. Tous ces beignes et tout, tu les fabriques, mais après, on te trouve où aussi? En fait, on a plusieurs points de vente. On est autant à Mascouche, Terrebonne, Saint-Lin. On est ici aussi également, donc à Sainte-Marthe, Percy et compagnie. On peut retrouver tous nos points de vente sur notre site Internet, donc fabeco.com. D'accord. Tu me disais aussi qu'il y avait les IGA L'Amoureux qui distribuaient tes produits? Oui, absolument. IGA L'Amoureux, donc Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Joseph-du-Lac. La vision de ton entreprise dans le temps? Oh mon Dieu, on veut se retrouver partout au Québec. On veut que le monde puisse connaître notre produit. Donc, propager l'amour dans les beignes. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Joey Joyful. Bonjour, je te reçois sur ma terrasse. Je suis contente. Tu vas nous parler de plein de choses, tu vas nous partager ton histoire. Je vais te laisser parler. Qui es-tu, Joey Joyful? Honnêtement, c'est une question que je me suis posée souvent, ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je me présente de 2 façons. Mon nom baptisé, Joseph Frédéric Caz. Mais c'était trop vieux, ça, pour ma mère. Fait que rapidement, j'étais Joey quand j'étais jeune, Joey Caz. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Oui, exact. Donc, le petit Joey Pooh même, comme Winnie the Pooh. J'étais, à un très jeune âge, j'étais comme responsable du bonheur de ma mère, j'avais l'impression. Puis, je sais pas, toi, peut-être sensible un peu, hypersensible, peut-être empathique. Il y en a beaucoup comme ça dans notre monde aujourd'hui. Et rapidement, j'ai pris comme cette charge du bonheur des gens. Puis je me suis pas rendu compte, c'était très sournois, mais je me suis aperçu que je voulais juste être joyeux. Puis à un certain moment donné dans ma vie, c'est devenu lourd. Puis c'est peut-être à l'âge de 14-15 ans qu'on découvre ça, l'alcool, quand on est jeune. 16 ans peut-être, 15 ans. Avec mes amis, on s'est amusé beaucoup, puis c'est devenu un problème plus tard, honnêtement. Et à travers l'exploration de ma dépendance, de la douleur chronique que j'ai développée, mal de dos à cause de différents accidents de travail, etc., je n'étais plus capable de gérer cette sensibilité-là avec la consommation, avec aider tout le monde. Et à un certain moment donné, je m'oubliais. Et je suis parti à la recherche de différentes méthodes pour m'aider. Et méditation, auto-hypnose, respiration, très rapidement, c'est devenu des éléments essentiels dans ma vie pour le mieux-être. C'est de ça, moi, que je t'ai découvert. Tu donnais des ateliers d'auto-hypnose. C'est l'auto-hypnose qui m'a fait... J'ai dit, ah, ça m'intéresse. Ouais. On est curieux de l'auto-hypnose. Puis ensuite, ça a été la méditation. Mais l'auto-hypnose, ça m'a vraiment fasciné. À un certain moment donné, un ami de la famille m'a aidé avec l'alcool, parce qu'on parlait de ça. Puis il m'a dit, Joey, si tu veux, je peux te faire une petite auto-hypnose. On s'est couché sur un divan, caché de tout le monde. Il m'a emmené sur un petit voyage intérieur. Je me rappelle qu'on était sur une rivière. On s'est retrouvés après à la plage. Je suis descendu des marches dans la plage, puis je pouvais aller à gauche ou à droite. À gauche, ça semblait sombre. Il y avait des gens qui étaient malades, fatigués. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. À droite, c'était lumineux, c'était joyeux. Les gens jouaient, ils étaient en santé. Puis il dit, tu sais, Joey, à chaque fois que tu arrives en bas des marches, tu peux choisir d'aller à gauche ou à droite. Puis c'est resté tellement puissant à l'intérieur de moi que soudainement, je m'apercevais que dans ma vie de tous les jours, mais je voyais le choix du sombre et de la lumière, de l'ombre et de la lumière qui se présentait souvent. Mais ça, on le voit souvent, mais pourquoi que les gens ont choisi toujours d'aller du côté, souvent du côté... C'est dur d'aller du côté de la lumière quand on va pas bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on est porté à aller là? Bien, à travers on les veut pas différentes... changer. On veut changer, mais changer, c'est épeurant. Puis changer, ça l'active ton système nerveux sympathique, ton système nerveux, l'instinct de survie, qui veut te garder en vie. Même si tu es mal, il sait que tu es en vie dans ton mal. Quand tu grandis, c'est toujours inconfortable parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté.
de la croissance. On veut se rendre là, mais on ne veut pas le danger qui va avec. Donc, c'est toujours notre système nerveux qui nous ramène et nous garde petits. Et il faut apprendre à réguler son système nerveux. Moi, j'aime ça l'appeler nourrir le système joyeux. Les termes spécifiques, ça, c'est système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique, le fight or flight, le combat, la fuite, le repos et la digestion. C'est essentiel d'aller consciemment vers le repos et la digestion, le système nerveux joyeux. Le système joyeux pour nous. Parce que les animaux, eux, ils n'ont pas la même conscience que nous. Les animaux, eux, quand ils vont être dans le système nerveux sympathique, l'instinct de survie, aussitôt que le danger est parti, on va les voir, ils vont se brasser puis ils vont continuer leur journée. Oui. Oui, dans tes ateliers, tu fais l'antilope, je sais pas trop. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, le tigre qui nous court après, il est dans notre tête. Donc, on est toujours en train d'imaginer le pire. Et l'imagination est pareille comme le réel pour le système nerveux. On ne fait pas la différence. La preuve, c'est que quand on rêve, on peut se réveiller d'un mauvais rêve avec le cœur, la patate qui se fait aller, avec la pression artérielle dans le tapis, on a les pupilles dilatées. On est exactement dans le même état que si ça se passait pour de vrai. Parce que le cerveau ne fait pas la différence. On tombe naturellement sans effort dans le négatif. On doit se lever et faire un effort conscient pour aller du côté joyeux. Et c'est ce que je propose. C'est ce que j'ai découvert pour moi-même. Premièrement, créer des limites puis dire, OK, je ne suis pas responsable du bonheur de tout le monde. Je veux me mettre en premier. Il faut se prioriser dans la vie. Parce que souvent, les gens intenses, et on travaille beaucoup, puis on dit, à un moment donné, un jour, un moment donné, un jour, bien, je pense qu'il faut le prendre le temps, mais facile à dire, mais plus difficile à faire. Puis tu sais, les priorités, à un certain moment donné, on s'aperçoit qu'on a une grande liste de priorités, puis on est rarement en premier sur la liste. C'est à l'ère industrielle que le mot priorité est devenu pluriel. Avant, priorité était singulier. Il y avait une priorité. C'est une priorité. Mais l'ère industrielle, productivité, on en a mis plusieurs choses sur notre to-do list. Et d'ailleurs, c'est une to-do list, pas une to-be list. Il faut faire des choses pour être productif dans notre société. Il ne faut pas être. Pourtant, on est des êtres humains. Et apprendre à être sans condition, juste présent avec soi-même à travers la respiration, à travers les relaxations profondes, à travers le sauna, le bain froid, à travers l'auto-hypnose. Apprendre à juste être sans condition, sans but nécessairement, juste contempler les nuages qui passent. C'est pas évident. C'est pas une perte de temps, là. C'est vraiment de prendre soin de nous. Mais je pense qu'on devient de plus en plus, on est plus proche. Avant, on parlait jamais de ça. Il y a 15 ans. Là, aujourd'hui, les gens font du yoga, les gens font de la méditation. Il me semble, il y a quelques années, on disait, je fais de la méditation. T'es fucké, toi, tu penses à rien. C'est quoi faire pour quelqu'un qui n'est pas habitué de faire de la méditation? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une méditation? D'emblée, les gens ils ont l'impression que c'est d'arrêter de penser. Oui, bien oui. Ça, c'est plus loin de la vérité possible parce que c'est impossible d'arrêter de penser. D'ailleurs, le seul cerveau qui pense jamais, c'est le cerveau mort. Donc, on ne peut pas se rendre là. L'idée, c'est d'observer nos pensées comme si on regardait les nuages dans le ciel. S'asseoir, observer les nuages qui passent. La conscience qu'on a, l'attention qu'on porte sur les nuages, c'est comme le soleil qui est derrière les nuages. Donc, peu importe il y a combien de nuages dans le ciel, il peut y en avoir plein, il peut y en avoir un, ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs, il peut y avoir l'orage, il peut y avoir aucun nuage. Le soleil, il brille tout le temps. Fait que toi, à l'intérieur de toi, ta conscience, ton attention, elle existe, peu importe le nombre de pensées qui existent. Et d'apprendre à se dissocier des pensées juste pour les regarder, sans juger. Ils disent que c'est une forme d'attention spécifique dans le moment présent, sans jugement, de méditer. Dans l'ancien langage pali, qui est un vieux langage, quand il parle de méditation, ça veut aussi dire le mot « se rappeler », « remember ». Donc, c'est de se rappeler qui on est, se rappeler c'est quoi notre raison d'être et de revenir à notre essence, revenir à notre fréquence. Parce qu'on est toujours là à vouloir répondre aux besoins des autres. On revient à la sensibilité, à l'empathie. On veut répondre aux besoins, aux attentes des gens avant même qu'ils nous le demandent. Mais essentiellement, on ne regarde jamais à l'intérieur. On nous dit que c'est pas bien d'être égoïste. On nous dit qu'il faut écouter ce qu'il y a en avant pour répondre à la bonne question puis d'avoir une bonne note à la fin à l'examen. Mais d'apprendre à juste être présent avec nos pensées, avec nos émotions, avec notre système nerveux, d'apprendre à respirer à travers l'adversité. Mais c'est ce que j'ai découvert qui m'a aidé le plus à travers la dépendance, la douleur chronique puis l'anxiété. Et là, tu dis apprendre. Mais toi, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Donc, tu peux nous guider vers ça. Oui, essentiellement, toutes les pratiques que j'ai découvertes qui m'ont aidé à travers l'adversité, je me suis certifié dedans.
Méditation, auto-hypnose, yoga, même la thermothérapie, les saunas, les bains froids. Oui, parce qu'on t'a vu dans des marchés. Oui. Tu te promènes avec un petit sauna. Oui. Et un bain aussi, un bain froid. Un bain froid gonflable, exact. Parce qu'apprendre à respirer calmement dans des situations de stress, c'est un bon stress. On appelle ça un E-stress. Parce que c'est un stress qui va nous aider consciemment à développer de la résilience. Et c'est un des rares stress qu'on est capable de faire physique qui vont se traduire vers l'émotionnel puis le mental. Donc, d'apprendre à respirer dans l'eau froide, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus difficile. Puis on parle de 2 à 4 degrés là, quand on veut le faire comme il faut. C'est très difficile. Ne serait-ce qu'une minute. Mais la prochaine fois que ton patron va t'appeler pour un meeting impromptu, la prochaine fois que ton conjoint, ta fille va te dire « Maman, j'ai quelque chose à te dire », mais on va sentir le twist à l'intérieur puis on va être capable de respirer. Puis quand on a un système nerveux régulé, quand on a un système joyeux développé, toutes les situations sont meilleures. Quand on a un système nerveux activé, fatigué, toutes les situations sont pires. Donc, c'est toujours... On est essentiellement victime et je dirais même esclave de notre système nerveux. D'apprendre à le réguler, d'apprendre à faire ami avec, ça va rendre tous les aspects de notre vie meilleurs. Donc, pour se réguler, comme tu dis, on va aller voir ta page Facebook, Joey Joyful. I'm Joey Joyful sur Instagram. Instagram aussi. Il me semble que j'ai gardé Joseph Frédéric Caz sur Facebook. Oui, je pense que oui, moi aussi. Mais si tu recherches Facebook Joey Joyful, j'ai mis aussi connu comme exact. On va te trouver. Bien, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Écoute, ça calme, c'est le fun. On a tellement un lieu magnifique en plus. Super beau. Merci beaucoup, Joey. Merci à toi, Julie. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez visiter le site web de TVBL ou les réseaux sociaux. On se revoit la semaine prochaine dans Les Jardins Michel Corbeil.